Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. La 23e journée de top 14 s'est terminée ce dimanche soir avec Montpellier-Bordeaux-Bègles. Le MHR s'est bonifié face aux Girondins et intègre le top 6 après ce 23e épisode de la saison. Avec moi pour débriefer ce week-end rugby, Loïc Bessière, Nicolas Augo. Bonsoir messieurs. Salut à tous. Bonsoir Vincent. Théophile Harlet en régie. Alors directement, on l'a dit avant l'émission, la dernière fois qu'on était tous réunis, on n'avait pas pu terminer l'émission pour un problème technique. On touche du bois. On va espérer pouvoir terminer cette fois. Bienvenue, bien évidemment, comme d'habitude, à tous ceux qui nous écoutent. Et du coup, comme j'ai dit, voilà, Montpellier a clôturé cette 23e journée top 14 avec une belle victoire. 46-27 face à une UBB qui était largement remaniée. C'est simple, aucun des joueurs qui n'avaient débuté le match contre Toulouse, la demi-finale de Champions Cup dimanche dernier au Matmut-Atlantique, n'a débuté ce match à Montpellier. Mais d'abord, on va se concentrer sur le MHR, Loïc. On retiendra surtout une première demi-heure où on a même souri, on a dit c'est l'All Blacks Montpellier ce soir. Parce qu'ils réussissaient tout ce qu'ils tentaient, tout simplement. Ah ouais, c'était la première fois de la saison qu'ils étaient programmés le dimanche soir et visiblement ils avaient envie de briller en prime time parce qu'on a tout simplement pas reconnu Montpellier en fait, qui était une équipe qui c'est vrai basait pas mal son jeu sur les avants, qui marquait pas mal de ballons portés notamment par OLC. Et ce soir, franchement ils ont envoyé du jeu de partout et je pense qu'on a tous pris beaucoup de plaisir à les regarder jouer. Alors c'est vrai qu'il y a notamment, tu le disais Vincent, cette première demi-heure où ils sont tout simplement injouables. Ils réussissent tout ce qu'ils tentent. Nouchi a réussi plusieurs chisteras. J'ai souvenir de cette passe sur un pas de Boutier sur l'essai de Moustin. Franchement c'était un plaisir à avoir joué et, dans cette prestation majuscule, on retiendra surtout la performance de Anthony Boutier qui était à la main pour la première fois de la saison et qui franchement a métamorphosé ce MHR en envoyant du jeu de partout et Maël Moustin sur l'aile a brillé tout simplement. Dès qu'il touchait le ballon il avançait, il a mis un doublé, donc franchement on s'est régalé de voir ce MHR et on aimerait voir ça plus souvent. Mais est-ce que, alors c'est pas méchant vers les Montpelliérais, mais ils nous ont surpris de manière positive parce qu'ils ne nous avaient pas habitués à jouer autant, à déplacer autant le ballon. Il faut dire aussi qu'il a plu avant le match, donc le ballon était humide, ce qui rend la performance encore plus belle, mais c'est vrai qu'ils ont surpris un peu tout le monde, et notamment l'UBB. Montpellier a joué comme ça aux ailes, a touché les ailes et a trouvé des espaces. Je ne vais pas minimiser leur performance, mais il faut remettre dans le contexte. Oui. Je pense que le début du match leur a été favorable parce que notamment l'UBB avait marqué les 3 premiers points du match. On pensait peut-être qu'il y allait avoir une belle confrontation, en tout cas un match équilibré. Et puis il y a eu ce carton jaune à la 10e minute du côté de Bordeaux. Et Bordeaux en infériorité numérique avec une équipe qui se connaissait pas tellement sur le collectif. On a senti vraiment un manque de connexion pour faire front effectivement et pour se déplacer rapidement en défense. C'est là où je pense que Montpellier a insisté, a compris que pour se déplacer dans l'effort collectif et que ça soit cohérent du côté de Bordeaux, ça manquait un peu de repères et effectivement là Montpellier a su saisir sa chance en allant jouer les extérieurs, en tenant peut-être plus le ballon que d'habitude, en partant d'un peu plus loin. Là il faut le reconnaître, c'est tout à leur honneur, mais effectivement ils avaient en face une équipe qui a forcément manqué de connexion et de repères. Et à 14 contre 15, ils ont pris 2 essais. Montpellier a réussi à marquer 2 essais à ce moment-là. Ils étaient parfaitement lancés dans la rencontre. Et après, dans l'euphorie, ils font 30 minutes à sens unique, on va dire. 31 points marqués en première mi-temps. 31-10 à la mi-temps. Donc le match, même si Bordeaux a bien réagi, en début de seconde période, ils sont revenus à 31-20. Il me semble, avant de reprendre des points derrière. 31-20, une occasion pour revenir à 31-20. Une mêlée qui change tout en fait. Il y a une mêlée où Bordeaux perd le ballon, parce que c'est une deuxième ligne qui tape le ballon sans faire exprès. Et du coup, ils se retrouvent à 5 mètres de leur ligne au final 10 secondes plus tard, à se faire coffrer. Ballon porté, et du coup, mêlée pour Montpellier qui marque quelques secondes plus tard. Et surtout 2 jeux au pied de Boutier qui changent tout, parce que c'est lui qui voit qu'il n'y a pas de couverture et qui tape très, très vite au pied devant ses 22. Et au final, Moustin arrive à coffrer Huberti devant ses 5 mètres. Et derrière, sur la mêlée jouée, derrière, c'est lui qui offre d'une belle transversale au pied à Georges Bridge laissé, alors qu'on sentait que Montpellier pouvait craquer à ce moment-là parce qu'ils étaient clairement restés au vestiaire. Et franchement, ça leur a fait, je pense, un bien fou cet essai. Et derrière, ça leur a permis déjà de reprendre de bonus, il me semble. Parce qu'il avait perdu, donc de reprendre le bonus, voilà, et derrière d'être plus tranquille. Et même après, ils ont réussi à marquer un autre essai pour enfoncer le coup. Du coup, Montpellier termine cette 23e journée à la 6e place. C'est pas rien quand même. Donc Montpellier s'invite à la table des vrais prétendants à la phase finale. Bon, pour Bordeaux, il n'y a pas trop de
L'enseignement à tirer de ce match, il y a beaucoup de turnover. C'était un peu une balle à blanc après le lourd revers de Toulon qui a pris 0 points contre Toulouse au Vélodrome. Et voilà, ils avaient un joker inattendu qui était tombé du ciel hier avec cette défaite de Toulon à la maison. Je pense qu'ils avaient presque envisagé de se retrouver 3e après cette 23e journée. Ils sont toujours seconds et ils savaient qu'ils seraient toujours seconds avant de rentrer sur la pelouse du GGL Stadium. Donc c'était vraiment un bonus. Il faut le prendre comme ça et finalement je trouve que quand même avec cette volonté de ne pas baisser totalement les bras alors qu'effectivement 31 points encaissés en 30 minutes ça fait beaucoup d'équipes auraient pu complètement lâcher et ils ont réussi à revenir un peu. On a eu un suspense pendant quelques secondes, quelques minutes dans la seconde période et surtout on a vu peut-être Bastien Vernitaille faire un bon match, montrer qu'il était là. Voilà, il y avait des joueurs qui devaient se montrer, il y a une rotation mais il y a aussi des places à gagner sur la feuille de match et pourquoi pas sur la composition de la finale. Je pense à Bastien Vernitaille, il y a Bentham Ifuna qui n'avait pas enchaîné de match depuis le quart et demi de Champions Cup. Il n'avait jamais enchaîné 2 matchs, là il en fait 2 en une semaine, donc c'est un signe positif. Tevita Tatafou qui a retrouvé la compétition et qui peut reprendre du rythme, on espère, jusqu'à Cardiff. J'ai noté la bonne entrée de Conorsa aussi en deuxième mi-temps, qui confirme que c'est certainement le numéro 2 au talonnage en vue de cette finale. Y a plusieurs choses positives. Yon Chigaray qui jouait à l'aile, voilà, on a beaucoup parlé de Penaud et de sa blessure. On peut penser que derrière la patrouille de France, il y a peut-être plus d'alternatives que l'année dernière, puisqu'il y a aussi Huberti qui peut jouer à l'aile, on sait. Et donc il y a quelques signes intéressants. Ouais, et du coup, Théophile me le faisait remarquer. Oui, c'est vrai que Boutier a impressionné. Dans le chat, il parle. Du côté montpelliérain, voilà, Zad 90-45 qui dit Boutier m'a impressionné. Boutier MVP, pour un caout. Mais c'est vrai que du côté de Bordeaux, il y a des joueurs qui ont quand même marqué des points. C'est difficile d'en perdre, mais il y avait l'occasion d'en marquer. Dans des matchs comme ça, c'est un peu ce qu'on se dit aussi en tant que joueur. C'est que tu peux en perdre si tu fais n'importe quoi, mais aucun joueur n'a fait n'importe quoi à Montpellier. Mais il y en a qui en ont marqué. C'est vrai que Chigaray continue de. Chaque sortie, il marque des points. Mais justement, lui, il a des points marqués parce qu'il y a Damien Penaud qui est toujours blessé. Parce qu'on peut se dire, est-ce qu'il si jamais son disponibilité se prolonge, est-ce qu'il ne pourrait pas aller chercher le maillot, comme dirait le sélectionneur du 15 de France? Non, en plus, il a une polyvalence arrière ailier. On ne sait jamais, ça peut rentrer sur une feuille de match. Et au-delà de la simple finale de Champions Cup, pour les matchs de top 14 qui arrivent, pour certainement une phase finale de finale de top 14 sûr et certain puisqu'ils sont déjà qualifiés, mais un barrage ou une demi-finale, voilà, c'est un profil intéressant, il marque des points. Je pense que Bordeaux n'a pas tout perdu ce soir à Montpellier. N'a pas tout perdu et a encore 2 points d'avance sur Toulon. Exactement. Voilà, la semaine prochaine, Bordeaux qui recevra Castres à 14h30 et du coup Toulon qui ira à Pau. Du coup, pour cette guerre à distance, un peu pour la place directement qualificative pour les demi-finales. C'est quand même quelques politesses entre Toulon et Bordeaux. Personne ne veut y aller. Je perds en fait, je pense qu'ils préfèrent jouer le barrage. Je te le dis honnêtement, je pense qu'ils préfèrent jouer le barrage. Non, plus sérieusement, voilà, bon, 0 point pour les deux. Après, on y reviendra, mais c'est un peu moins surprenant pour Bordeaux, surtout vu le contexte, en ayant joué une demi-finale contre Toulouse il y a 7 jours avant ce déplacement à Montpellier. Mais c'est un peu moins surprenant pour Bordeaux que pour Toulon, mais bon. Voilà. En tout cas, Bordeaux a 2 points d'avance sur Toulon. Donc pour l'instant, est qualifié directement en demi-finale. Mais il reste 3 rendez-vous et il ne faudra pas les louper. Messieurs, on va passer à l'ovation du week-end et un match où tu étais, Nico. Donc petit jingle et on s'en va en Catalogne pour parler un peu de l'USAP. Et oui, on sait qu'il y a beaucoup de supporters perpignanais qui nous suivent. Donc ils ont dû... autant stressés qu'ils ne sont heureux après ce match, tu penses, Nico, toi qui étais au match. Alors, niveau rugby, ça restera pas dans les annales du rugby français ce match. On va pas se mentir, on va être honnête, il faut pas, voilà. Mais il y avait le contexte, le côté match à ne pas perdre, et Perpignan l'a gagné, comme ils avaient habitué les saisons dernières où ces matchs-là ils savent faire. C'est passé ric-rac, mais c'est passé, donc un vrai bol d'air pour les Catalans. Match à ne pas perdre, qui débute face au vent et en première mi-temps un vent terrible, violent. C'était facile de les coincer dans leur camp. Je pense d'ailleurs que
Paris peut avoir des regrets sur cette première période où ils auraient dû alourdir un peu la marque. Ils avaient vraiment l'occasion d'être quasiment pendant 40 minutes dans les 22 mètres de Perpignan. Perpignan en plus qui a souffert pour se dégager, pour gagner du terrain avec le jeune Delpy qui pour ce match effectivement on le rappelle à la vie à la mort peut-être a été un peu fébrile par rapport à ses dernières sorties avec Perpignan. Donc voilà, Perpignan a su faire le dos rond, ils ont vraiment défendu dans leurs 22 mètres. À défaut de grand rugby, on a vu des beaux tampons. Et, du combat. Du combat. À l'ancienne. Ouais, c'est un match à l'ancienne en fait. Et puis après, je trouve que la rentrée de Tommaso Alan qui était sur le banc a tout changé. Il y a eu une action éclair de génie en seconde mi-temps et il est impliqué dessus. Et il a enquillé la transformation en suivant. Et bon, il a raté 2 pénalités, mais il a réussi celle de la victoire. Donc franchement, c'était un match qui s'est un peu emballé en seconde période et qui était plus que stressant, oui, puisque le Stade Français a eu une balle de match. Tu sentais, parce qu'il y a eu énormément d'erreurs techniques dans ce match, des coups de pied manqués, des en avant, des fautes, voilà, des cartons. Tu sentais vraiment la pression, presque que la chape de plomb, elle était trop lourde sur les épaules des joueurs qui ont, à part en fin de rencontre, qui n'ont pas réussi à se libérer et qui du coup faisaient des bêtises dont ils n'ont pas l'habitude. Le vent est aussi un peu tombé en seconde période, il faut le dire. Et il était moins violent qu'en première mi-temps. En première mi-temps, je pense que les deux équipes, surtout Perpignan, depuis son embut, a tenté 2-3 relances, mais même une passe de 20 mètres était difficile. Et vraiment, et le vent a perturbé tous les acteurs de cette rencontre. Il fallait faire du jeu à des petites passes. Et bon, là, effectivement, Perpignan a répondu face à ça en première mi-temps face au Stade Français, qui a peut-être, là, on a ressenti sur le Stade Français cette pression. Ils auraient peut-être pu mettre un peu plus de volume en première mi-temps, à tenter la passe de plus. Ce qui n'a pas été fait, ça a servi Perpignan. Ouais, et du coup, le Stade Français qui échoue à 2 points. Bon, le Stade Français prend 1 point, mais bon, dans la situation actuelle, on ne s'en contente pas vraiment du côté du Stade Français. Mais c'est vrai que Loïc, ces matchs-là, l'USAP les loupe rarement. Bon, déjà à domicile, devant des supporters, voilà, on connaît leur passion, le bruit qu'ils peuvent faire. Ça peut vraiment jouer sur l'équipe qui se déplace et qui arrive en Catalogne. Mais ils les loupent jamais, ces matchs-là. Et du coup, ils prennent 4 points. Alors, bien évidemment, ils ne sont pas sauvés mathématiquement. Il va falloir encore aller combattre. Mais c'était vraiment primordial de gagner. Tu disais que ça joue sur l'adversaire, mais je pense que ça joue déjà en premier sur eux. Je pense qu'ils adorent venir jouer à Aimé Giral comme ça quand ils se sentent poussés par leur public. Et en plus, je suis sûr que déjà Franck Azema, mais surtout certains cadres de cette équipe comme Tomé Cochard savent aussi en jouer pour motiver leurs coéquipiers. Derrière, comme tu dis, voilà, toujours réussir ces rencontres. C'est vrai que hier, ils auraient pu douter, notamment après cet essai offert à Sékou Makalou. C'est vrai que quand tu te dis faut faire attention, faut pas prendre de points bêtes, et là tu prends des essais comme ça peut vraiment te mettre un coup au moral, mais ils ont eu le mérite de jamais lâcher, et ça a payé parce que c'est allé jusqu'au bout du bout, et Zach Henry qui a manqué cette balle de match. Donc ouais, l'USAP manque rarement ce genre de rencontre, et en même temps il valait mieux parce que là il y a deux déplacements qui se profilent. Il va falloir attendre la dernière journée pour retrouver Aimé Giral, voilà, contre Toulouse. Toulouse, certainement remanié, mais attention, on connaît cette équipe de Toulouse-Remanié maintenant. Qui est surtout Toulouse qualifiée pour les demi-finales. Donc, oui, mais cette équipe de Toulouse, même remaniée, elle fait peur quand même. Oui, non, mais je veux dire à l'inverse. C'est que tu te dis, souvent, 3 semaines sans match, je suis pas sûr que ce soit le plan pour un staff. Quoi. Donc tu dois garder du rythme un peu. Exactement, donc attention. Voilà, pareil, il y aura un Aimé Giral bouillant. Il faudra faire le boulot. Pour pousser les Catalans. En plus, je suis sûr que recevoir le leader toulousain, ça motivera encore plus ses supporters, donner encore plus de voix. Donc ouais. L'USAP sait faire dans ce genre de rencontre. Ouais, c'est que ça parle un peu de Delpy dans le chat qui s'est loupé, mais bon après. Delpy, les mêmes gens dans le chat hier sur le live LGM, ils m'ont dit faut mettre Delpy, et je l'ai mis. Je les ai écoutés, j'ai cédé à la pression catalane et voilà. Merci les Catalans. Non mais c'est, mais après il a fait de bons matchs. Oui, bien sûr, avant ça il a été trouvé. Tu sentais vraiment la libération. Un peu, t'as senti que ce soit dans les tribunes ou en conférence de presse après le match, tu sentais le. Ouais, ils ont bien. Je me souviens de Lucas Vellars qui disait c'était un match, de toute façon, si on le perdait, fini. On avait l'impression que c'était fini. Donc ils étaient bien conscients du contexte. Mais j'ai pas senti non plus une grande joie démesurée à la fin du match. Hein. Je veux dire, ils savent que la situation. Ils étaient heureux, ils étaient soulagés, mais pas non plus dans une euphorie incroyable, quoi. Ouais, bon, tu maîtrisais. Après, on en parle, mais ce point, est-ce que du coup le Stade Français, t'as senti aussi, bon, c'est une nouvelle défaite, ils enchaînent les défaites, ils sont dans une situation,
c'est même plus compliqué. Là, on ne sait pas quel mot utiliser pour expliquer leur situation. Mais là, il va falloir vraiment se Quatrième ressaisir. défaite consécutive. Ouais. Mais Alors, reçoit Lyon, qui en plus s'est loupé ce week-end. Il s'accrochait à ce petit point, oui, effectivement. Et ils nous ont dit que ce petit point, il allait compter. Il peut compter, c'est vrai. Pour le coup, c'est vrai. Certainement qu'il va compter. Eux, ils voulaient retenir l'état d'esprit, d'avoir été dans le match jusqu'à la 80e minute à Perpignan, d'avoir eu une possibilité sur un coup de pied de pénalité de remporter ce match. Et ils se disent qu'au moins l'état d'esprit est là et ils ne vont pas revenir forcément sur le rugby après ce match-là, mais ils voulaient montrer qu'ils étaient conscients de la situation et qu'ils avaient mis les ingrédients pour lutter pour le maintien. On dit souvent que c'est difficile de lutter pour le maintien, d'avoir ce caractère. Je pense que tout le monde leur était un peu tombé dessus après la défaite face au Racing, justement par ce manque de caractère, on ne sentait pas l'urgence dans cette équipe. Là, au moins, ils se sont rassurés là-dessus. Après 3 cartons jaunes, 13 pénalités concédées et une faiblesse à convertir leur domination quand ils arrivent dans les zones de marque. Bon, le point positif, si on peut en trouver un, c'est qu'en cas d'égalité, ils sont devant Perpignan. Oui. Voilà, parce qu'au match aller, non, mais ça peut compter aussi à la fin de la 26e journée. Si Perpignan et Stade Français sont à égalité, c'est le Stade Français qui sera devant Perpignan, puisqu'à l'aller, Stade Français avait pris 4 points, Perpignan 0. Là, cette fois, ça fait 4 points, 1 point de bonus défensif. Donc, le point défensif peut compter. S'il y a encore, faut-il se satisfaire de ça. Mais dans la situation du Stade Français, on se satisfait un peu de moindre points pris, quoi. Et on comprend pourquoi. Messieurs, on va passer au jaune bunker. Alors là, on va partir du côté de Lyon. Autre équipe qui doit préparer une finale européenne, une finale Challenge Cup. Bon, Karim Ghezal a tenté un pari. Pari manqué contre Pau et on en parle tout de suite. Donc oui, le Loup qui s'est incliné de 2 petits points, 29-27 à domicile. Alors en fait, pari manqué parce que Karim Ghezal a décidé de faire large turnover dans son effectif. Baptiste Couillou n'était pas dans les 23, Léo Berdeux n'a pas joué. Et du coup, Pau a réussi beaucoup. Alors le mérite revient pas loin déjà pour l'avoir emporté, puisque Lyon est revenu, mais ils ont eu le caractère pour tenir. C'est que Lyon a cette finale Challenge Cup à préparer dans 2 semaines contre Basse. Il y a aussi ce déplacement contre le Stade Français où on se dit que Karim Ghezal, qui on rappelle a débuté la saison au Stade Français, qui s'est fait écarter après quelques journées, a peut-être à cœur d'aller l'emporter à Jean-Bouin avec sa nouvelle équipe qui est le Loup et qui fonctionne bien quand même depuis plusieurs semaines. Et du coup, il a quand même loupé un pari ce week-end en faisant tourner contre Pau, à voir si ils arrivent à réagir cette fameuse pelouse de Jean-Bouin. Il connaît bien Ghezal, il connaît bien. Effectivement, je pense que lui aussi, avec une finale de Challenge Cup, il peut gagner un titre à Lyon pour son arrivée dans le club. Forcément, il y avait un match sur lequel il fallait faire une rotation et il a choisi de le faire face à la section paloise. Il devait peut-être penser que les Palois n'étaient plus dans la course, n'y croyaient plus, après notamment leur défaite à domicile face à Bordeaux. Effectivement, là, Paris manquait. Les Palois, il leur restait 2 déplacements, donc à Lyon et à Vannes. On pourrait se dire que celui qui a visé, c'était celui à Vannes. Je crois que les Palois aussi, ils avaient conscience que quand ils allaient se rendre à Vannes, ça serait peut-être le dernier match de top 14 à Vannes et que Vannes allait vouloir sortir par la grande porte. Donc finalement, s'il y avait un coup à faire, il était peut-être plus à Lyon qu'à Vannes et c'est le pari qu'ils ont aussi fait de leur côté. Donc c'est 2 paris, mais il y en a un qui a marché. Il y en a un qui a fonctionné, mais du coup, le Loup, ça peut coûter cher dans la course au top 6. Après, tu joues sur les 2 tableaux, oui, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Quand il ne paye pas, on le dit. Quand il paye aussi, mais là, pour le coup, ça n'a pas payé. Et Karim Ghezal a assumé à la fin, au micro de Canal+. Il le disait, voilà, je fais tourner depuis que je suis arrivé. Là, j'ai fait un peu tourner, ça n'a pas fonctionné. Bon, après, on passe à un autre match, quoi. Il s'est retrouvé peut-être dans une situation, ça veut dire que si on compare à Bordeaux, qui lui est déjà sûr de participer à la phase finale, Lyon, c'est déjà une phase finale qui a commencé dans la lutte pour le top 6 là, avec Montpellier qui revient, La Rochelle qui est sur une énorme dynamique. Il y a Pau qui s'accroche, Clermont qui est toujours là, Castres aussi. En fait, c'est une phase finale qui a déjà commencé presque à élimination
pas direct, mais presque tous les week-ends. Je ne sais pas si en fait ces équipes-là ont vraiment le luxe de pouvoir faire tourner sur les 4 dernières journées en fait. Ouais, mais en fait, tu as le risque de tout perdre. Eh oui. C'est-à-dire que si tu arrives émoussé, en fait, tu vas arriver émoussé contre Basse, tu vas prendre une tôle. Tu vas arriver émoussé en top 14, parce qu'après, il faudra quand même combattre en top 14. Tu vas pas y arriver. Bon, au bout d'un moment, on peut se dire que le 6e ou 5e qui vont se qualifier, le match de barrage, ça va être un peu difficile. Ça va être un peu difficile. Oui, ça va être compliqué, mais c'est vrai que bon, faut faire des choix. Ouais, c'est vrai que au final, évidemment, c'est une très belle nouvelle pour Lou d'être en finale de Challenge Cup, mais c'est vrai que cette semaine, qui aurait pu être une semaine de vacances, va peut-être leur manquer dans le sprint final, parce que bon, là, ils ont fait tourner. On voit peut-être que cet effectif manque encore vraiment de profondeur pour exister, pour être un des cadors de ce championnat. Alors c'est vrai que la logique aurait voulu qu'ils fassent tourner au Stade Français à l'extérieur. S'ils avaient perdu à Paris, équipe qui joue le maintien, personne aurait crié pour les blâmer, quoi. Voilà, personne n'aurait crié au scandale. Mais là, c'est vrai que c'était plus surprenant de faire tourner au domicile. Après, j'imagine que s'il l'a fait, c'est peut-être qu'il voyait vraiment ses joueurs, notamment ses cadres, cramés. Ils sont quand même allés se chercher cette finale de Coupe d'Europe, et voilà, ça a raté. Et cet effectif du Loup, comme je disais, manquait peut-être de profondeur, et c'est vrai qu'ils ont déjà anticipé le recrutement de la saison prochaine en faisant signer pas le joueur, Sam Simons, Thomas Moukoro, Gabin Laure, Mathias Sarigari. Donc peut-être que justement la direction du Loup s'est rendu compte de ça, et qu'ils se sont dit que pour revenir vraiment dans le top 6, alors que ça fait 2 années, les dernières ils ont longtemps lutté pour le maintien, cette année ils ont fait un faux départ, c'était peut-être ça leur problème, et on s'en rend compte là avec cette défaite contre des surprenants. Surtout une mauvaise nouvelle pour le Stade Français. Après voilà, franchement le Stade Français, ils doivent dire c'est bon. Karim Ghezal, il va pouvoir l'expliquer comme il veut, que c'était sur ce match-là qu'il fallait faire tourner parce qu'il avait envie d'avoir sa grosse équipe une semaine avant la finale. Je pense que tout le monde a compris aussi qu'il avait une priorité et que c'était d'aller battre le Stade Français. Après le match, alors qu'on parlait avec Morgan Parra du caractère de son équipe, du maintien, que peut-être ils avaient un meilleur calendrier avec 2 réceptions, il a dit aïe aïe aïe, attention, on reçoit Lyon qui vient de perdre, qui va devoir se rattraper dans cette course au top 6. Et avec Karim Ghezal qui revient et tout le passé que l'on connaît. Donc même les Parisiens sont au courant de ce qui se préparait du côté de Lyon. Je pense que ça va être un match assez incroyable à vivre, ce Stade Français Lyon la semaine prochaine. Ça va être un match qui va compter, ouais. Et surtout que ce synthétique de Jean Moin convient très bien aux qualités du Loup, et notamment de Baptiste Couillot et de Léo Berdeux qui se régalent en jouant sur le synthétique. Nina Julie, il y a du monde. Hein. Il y a du monde qui se régale, puisque Lyon joue sur synthétique à domicile. Exactement. Donc ils sont habitués. Mais c'est vrai que ce Stade Français Stade Français Lyon vaudra le coup d'œil. Mais bon, est-ce qu'il y a un match qui ne vaut pas le coup d'œil en top 14 ? En ce moment, c'est plutôt sympa quand même. Parce que surtout, on a vécu un multi de fou. Hein. Alors toi, t'étais à Perpignan, donc. Non, mais je suivais un peu le multi quand même. C'était franchement. Je pense que ça m'a trop avancé. Je pense que c'était le plus beau multi depuis le début de la saison. C'est-à-dire qu'à la 75e, on ne savait pas qui c'est qui allait gagner de chaque côté. Les joueurs de Paris aussi suivaient bien le multi, puisqu'à un moment. Tu penses qu'ils étaient sur Ubirama ? Je sais pas sur quoi ils étaient, mais ils avaient la connaissance du résultat de La Rochelle. Hein. Ah ouais, ouais. Tu les as vus exulter sur le drop d'Astoy On a pu les voir sur des images, regarder le live et savoir que La Rochelle venait de battre Vannes. C'est normal. Au même moment où ils obtenaient la pénalité de la gagne. Ne t'avance pas trop. On va en parler de cette défaite frustrante de Vannes dans quelques minutes. Mais d'abord, alors c'est un peu spécial. Il va y avoir le jingle la grande mêlée pour le MVP. Mais je vous explique, jingle, Théophile va donner un peu de boulot à Théophile, et après je vous explique. Oh, ça lui fait pas de mal. Voilà, Nico Hugo qui demande s'il n'y a pas de maillot. Voilà, il vient pour dévoiler des maillots. Je viens pour gagner. Non, parce que oui, c'est le bon maillot rugby qui nous sponsorise, mais quelques émissions où on dévoile des maillots. Tu peux commander, il y a un code promo. Ouais, il y a un code promo d'ailleurs, c'est vrai. Non, juste je vérifie parce qu'en fait, le MVP la grande mêlée jusqu'à ce dimanche soir 22h30, c'était Mathis Castro Ferreira, le 3e ligne toulousain. Et bien sûr, Lenny Nouchi a décidé de bouleverser nos plans, puisqu'il a fait. Alors, Mathis Castro Ferreira, il s'est arrêté à 66,1, petit joueur. Et Lenny Nouchi a fait 73,3. Grâce à son essai. Voilà, son essai, ouais. Son essai, non, il a essayé, il a fait peur aux supporters montpelliérains, mais il a bien essayé. Mais on va quand même rester sur les Toulousains si vous le voulez bien, puisqu'on a déjà parlé longuement de Montpellier, c'est normal, c'était le match de ce dimanche soir. Mais les Toulousains, simplement, les Toulousains d'une demi à l'autre. Voilà, c'est la une midi olympique, puisque
il y avait cette envie de digérer rapidement cette lourde défaite à Bordeaux en demi-finale de Champions Cup. Mais du coup, avec les 5 points empochés à Toulon ce samedi soir, les Toulousains sont assurés de jouer les demi-finales de top 14 parce qu'ils ont quasiment assuré même la première place puisqu'ils ont 15 points d'avance sur Toulon, donc il faudrait Bordeaux. Sur Bordeaux, oui, sur Bordeaux, pardon, sur Bordeaux. Mais du coup, Bordeaux a l'avantage aux confrontations directes, mais il faudrait que Bordeaux prenne 15 points et Toulouse 0 sur les 3 derniers matchs. Bon, scénario un peu improbable. Bon, en tout cas, les Toulousains, on va dire, Loïc, n'ont pas fait dans la dentelle pour réagir. Ce sont les Toulonnais qui ont payé les pots cassés sur le coup. Ah oui, déjà quand on a vu l'équipe envoyée, parce que c'est vrai que souvent, ces dernières années, après les matchs dans le dernier carré de Champions Cup, on avait l'habitude de voir des équipes B, voire équipe C, comme la saison dernière sur la pelouse de Montpellier. Là, quand on a vu certains noms couchés sur la feuille de match, par exemple Romain Tamac, on s'est dit que ce Toulouse-là n'allait pas venir pour faire du tourisme à Marseille. Et en effet, ils n'ont pas fait que du tourisme à Marseille, ils ne sont pas allés profiter des calanques. Et non, ils ont été très sérieux tout le match. Ils ont réagi en patron après cette disqualification la semaine dernière, cette élimination. Et voilà, Toulon qui était un peu revanchard aussi par rapport au quart de finale, a joué trop longtemps en fait à 14 pour espérer quoi que ce soit face à ce Stade Toulousain où, à l'image de l'UBB la semaine dernière, pour les gagner il faut arriver à se sublimer. Et là, entre les titulaires mais aussi des joueurs qui ont peu ou pas joué cette demi-finale, je suis à Brennan ou à Mathis Castrofera qui était remplaçant face à Bordeaux, Mathis Lebel aussi au tournoi match, Saito qui a été très très bon à la mêlée. Voilà, il y a eu cette alchimie toulousaine qu'on connaît et qui a encore brillé face à Toulon, et Toulon n'a pu que constater ça, quoi. Je pense surtout qu'il ne faut pas jouer Toulouse au Vélodrome. Ah oui, l'addition à chaque fois elle est assez salée, quoi. Bah après, pour le coup, les dernières saisons, ça tournait tout le temps en faveur de Toulon. Ouais. Toulon n'était pas trop à plaindre. Maintenant, il faut oublier. Là. Mais c'est vrai que. Il faut délocaliser à Nice, il faut aller de l'autre côté. C'est vrai que, en tout cas, pour gagner au Vélodrome, ils font pas les choses à moitié, les Toulousains, parfois. 59 points en finale contre Bordeaux, 50 points cette fois. Mais c'est vrai qu'il y a le score. Surtout le score de mettre 50 points. Alors, et le scénario, Romain Tamac qui sort. Oui, évidemment. Qui sort. Mais il y a le carton rouge de Baptiste Serin juste avant la mi-temps, pour 2 cartons jaunes. Toulon aussi avait pris un autre carton jaune en tout début de match. C'est Esteban Abadi. Ouais. C'est Esteban Abadi qui prend un carton jaune. Donc bon, pour Toulon, ça a été compliqué. Donc en deuxième mi-temps, après on connaît les Toulousains. Une fois qu'il y a les espaces, c'est fini. Là. C'est une fois que la confiance est là et que les gestes s'enchaînent, que le ballon ne s'arrête jamais de bouger, il finit souvent dans l'embut. Mais c'est vrai qu'il y a la manière, quoi. C'est impressionnant. Avec Paul Graou en 10. Mathis Castrofera qui a fini au centre. Guillaume Cramont qui a remplacé Naoto Saito à 3-4 minutes de la fin du match. Et il pouvait tout tenter. J'ai l'impression que c'était la finale du dernier top 14 avec cet essai du bout du monde là, à la fin. Là, de Graou, l'essai de Graou m'a fait passer à celui d'Ange Capozzo l'année dernière, donc, où tout réussit, tout passe. C'est facile. Alors que malgré le bon début de match de Toulouse, 14 points d'entrée là, sur le carton jaune d'Abadi. Après, on a le carton jaune de Paul Coste, on a la sortie de Romain Tamac. On se dit, wow, là, l'affaire elle sent bon pour Toulon. Ça va s'inverser. Toulon va reprendre la main sur le match. Bon, et puis après, il y a le carton rouge. Et je pense que c'est le signe du destin. Toulouse se lance complètement dans le match. C'est surtout que dans un match comme ça, terrain sec, en fait, Toulon a été obligé de rentrer en demi-mêlée, Jules Danglo. Et du coup, ils ont sorti un ailier, Gabin Villière. Mais du coup, c'est trop. Contre ce Toulouse-là qui joue beaucoup, au bout d'un moment, il y a des espaces de partout. Et encore que Toulouse a manqué d'efficacité. Parce que Hugo Mola, il était presque énervé au bord du terrain jusqu'à la 50e. Parce qu'ils avaient des occasions à foison, mais ils n'avaient marqué que 3 essais, entre guillemets, voilà. Bon, après, une fois que le verrou a complètement sauté du côté de Toulon, ça a été fini, ils ont fini à 8 essais. Donc ils n'ont pas fait les choses à moitié. Mention spéciale à Théophile qui avait Pierre-Louis Barassi en super sub à la grande mêlée. Voilà, du coup, Pierre-Louis Barassi remplace Mathias Remu. Si je me trompe pas, Théophile, qui était bien, qui n'était pas heureux de voir Mathias Remu blessé, attention. Dans les blessures du début de match où on se dit que il était heureux de voir Pierre très bien, et à 6-2, il perdrait mieux tout de suite et un Tamac quasiment dans la foulée. Ça sentait pas bon pour le Stade Toulousain. Tu perds un Tamac, t'as pas de 10.
Parce que Remu, il joue 10 en espoir parfois. Donc je pense que s'il avait été encore sur le terrain, il serait passé 10. Mais là, au bout d'un moment, tu n'avais plus. Et Capozzo qui a boité pendant 60 minutes, qui s'est fait mal en même temps quasiment qu'Ntamak, et qui, bon, on a vu son match, il a fait un match énorme, mais il boitait de plus en plus. Mais il a quand même serré les dents avant de sortir vers la fin. C'est Castroferra qui l'a remplacé. Donc bon, ça a bricolé, mais ça a bien bricolé puisque 50 points. Un mot rapidement sur Toulon, ça va plus du tout depuis le quart de finale de Champions Cup. Il y a eu cette victoire à l'arraché contre Clermont, mais 30 points pris contre Vannes. Et là, hier, le carton rouge a été fait une sorte de loupe grossissante. On a eu l'impression que, oui, effectivement, à 14, ils ont été vite dans le rouge physiquement. Alors qu'on se disait que cette équipe de Toulon était peut-être la mieux armée pour contrer le Stade Toulousain, avec une équipe puissante, lourde, difficile à manier à l'impact, des gros groupes pénétrants. On s'est dit ils ont la densité physique pour rivaliser et être peut-être l'outsider numéro 1 en phase finale, sachant que l'UBB avait la phase finale qui arrivait de Champions Cup et qui vont aller jusqu'au bout. Mais là, effectivement, alors je sais pas, je pense que vraiment le carton rouge a joué et a accentué cette débauche d'énergie. On les a sentis un peu faible. En plus, on a souvent vanté, et à raison, le talent de Baptiste Serin, mais avec l'expérience qu'il a, c'est difficile quand même, ces fautes. La première, bon, allez, ok, tu fais une faute qui est grossière, tu prends un jaune. Mais il a averti 10 secondes avant sa faute, il a averti par l'arbitre trop de fautes dans ces zones. Mettre le pied comme ça, alors oui, peut-être que pour lui, il se dit ça va passer, mais c'est compliqué quand même pour un joueur qui est le capitaine, expérimenté. C'est dans le feu de l'action, c'est difficilement explicable quand même. Bon, et ça a coûté cher. D'ailleurs, Pierre Mignoni l'a pas vraiment épargné en conférence de presse. Je sais pas si vous avez vu les déclats, mais bon, après Baptiste Serin, du coup, qui pourra pas jouer à Pau. Attention à Pau. À ce match, tout à l'heure dans l'action, on le disait, Toulon n'a pas eu sa crise cette saison. Il faudrait pas qu'elle arrive au pire des moments. Non, mais c'est vrai que Toulon a toujours sa période de crise, sans caricaturer. Là, elle arriverait au pire des moments, même s'ils sont assurés d'être dans le top 6, donc ça sera pas non plus dramatique. Mais c'est vrai que à Vannes, Pierre Mignoni déjà n'est pas content. Il avait pointé l'attitude parce qu'il y a quand même eu une bonne première mi-temps, un bon retour de vestiaire, mais après pas grand-chose. Là, ils en prennent 50. Est-ce qu'il y a quand même un lien? Ça fait 2 matchs où il passe à travers, 2 matchs où il n'y a pas David Ribans. C'est vrai que c'est quand même... à Vannes, moi je trouve qu'il a cruellement manqué. Là, hier, forcément, en jouant à 14, c'est différent, mais c'est vrai que sa puissance, ce qu'il amène même en mêlée, en touche, c'est quand même quelque chose, et peut-être qu'on se rend compte de son importance maintenant, quoi. Ça manque un peu d'essence pour finir. Ouais, mais c'est un peu l'impression qu'il donne. Physiquement et mentalement, depuis l'élimination en quart de finale. L'élimination en quart, elle a vraiment fait mal, je pense. Ça a été vraiment dur. Après, ils ont besoin d'un petit truc aussi. Ils ont besoin d'un petit truc pour leur redonner une dynamique positive. Il y a des blessés dans toutes les équipes. On pensait que Vannes, ça serait justement l'opportunité de relancer une dynamique positive ratée. Le Vélodrome face à une équipe de Toulouse remaniée, on se disait là ils vont repartir sur une dynamique positive ratée. Là ils vont à Pau sans effectivement Baptiste Serin. Après c'est vrai que tu as l'impression que ça manque un peu d'essence, que bien sûr les pépins s'enchaînent comme dans toutes les situations comme ça. Tu perds Jaminet, tu peux pas compter sur Ribans, tu as Serin qui prend ce rouge, ou tu te dis même si un mec comme ça fait des bêtises, il montre pas vraiment l'exemple à ses coéquipiers. Bon voilà, c'est forcément c'est compliqué, mais après il va falloir. Après ils sont pas trop inquiétés, hein. Même pour la 3e place, Bayonne est à 7 points. Non, la 3e place, ils sont pas trop inquiétés, mais c'est vrai que ça sera frustrant s'ils ne sont pas dans les 2 premiers parce que les cartouches, ils les auront eu. Et puis ils refont un barrage. La Rochelle. Connaît 6e qui s'appelle La Rochelle. Attention quand même, ils le regretteront peut-être. Tout le monde le voit là arriver. Vous le voyez pas, le Toulon-Castres? Castres peut pas aller faire le quoi, Toulon? Ils sont 5e. Ouais, je préfère. Non mais oui, du coup Toulon qui devra réagir à Pau samedi prochain. Messieurs, on va passer au 15 de la semaine rapidement, et on va parler de Antoine Astoy notamment et de Joshua Tuisova.
Donc voilà, donc oui, c'est le geste du week-end presque. C'est en tout cas l'action du week-end. C'est Antoine Astoy, ce drop de 37-38 mètres. Toute dernière action, La Rochelle-Vannes. Vannes mène de 2 points, 29-27. Pas d'avantage, rien pour La Rochelle. Et puis Antoine Astoy prend le ballon et il se dit je vais mettre un petit drop. Et le drop est parfait, il avait même 10 mètres de marge, tout ça. Et c'est un drop qui va compter surtout pour La Rochelle, qui enchaîne un 3e succès de rang et qui se recolle vraiment au top 6. Alors ils en sont sortis puisque Montpellier a pris 5 points contre Bordeaux, mais ils reçoivent 2 fois. La Rochelle, là, va vraiment falloir compter sur les Rochelais. Ça y est, ils sont de retour vraiment à un très bon niveau. Oui, ils sont dans une dynamique positive depuis la victoire face à Bayonne à domicile qui n'était pas évidente. Et ils ont dû batailler. Mais après, ils se sont refait la cerise, je pense, à Bordeaux. Ça les a mis en confiance. Et ils avaient forcément dans un coin de leur tête leur défaite à la maison face à Vannes lors du match aller. Il y avait une revanche à prendre, ils en avaient parlé. Pour eux, dès le match à Bordeaux, ils parlaient de ce match à Vannes, alors qu'il y avait une semaine de repos, qu'ils auraient pu rester sur voilà, on est revenu, on va se reposer. Non, ils parlaient vraiment de ce match à Vannes. Ils étaient en mission et je crois que cette équipe s'est remis sur le droit chemin et de nouveau en mission et ils croient en eux. Ils ont des certitudes quand même sur les dernières saisons et ça, c'est pas parti. Grégory Aldrit revient comme général. Il y a Skelton qui est là, Tonio qui est là. Leurs meilleurs joueurs des dernières saisons retrouvent leur niveau. Donc effectivement, ça sera une équipe. Moi, je me mettrais une pièce sur eux en phase finale. Ouais, et c'est surtout, tout n'a pas été parfait. Ils ont fait un bon début de match, puis après, ils se sont fait longtemps dominer par les Vantais. Ils étaient derrière à la toute dernière seconde. Mais c'est vrai que ce drop d'Astoy, c'est un peu le symbole, lui, que ça y est, depuis 3 journées, la pièce tombe du bon côté. En fait, ses actions, il l'a dit, Antoine Astoy, il avait loupé le drop contre le Leinster en Champions Cup en début de saison. Cette fois, il passe entre les poteaux et c'est La Rochelle qui gagne. On a l'impression que ça y est, ils ont basculé du bon côté, les Rochelais, et cette action le démontre en fait. Exactement, et le fait que ça soit Astoy qui donne la victoire aux Rochelais, c'est aussi un symbole parce que c'est un joueur qui a quand même connu une période de creux cette saison. Et justement, on a beaucoup pointé les cadres Rochelais qui n'arrivaient pas à guider cette équipe. Et là, il montre que c'est un cadre qui offre la victoire, donc ça montre le renouveau de cette équipe. Et aussi, comme tu le disais, un autre point qui montre le renouveau, c'est que Vannes, comme tu disais, menait largement dans les 10 premières minutes, s'est rattrapé. Et derrière, et là, on pouvait dire La Rochelle retombe dans ses travers. À l'image de la fin de match contre l'Ulster, ils n'arriveront pas à savoir que faire pour gagner. Et finalement, ils ont réussi avec ce drop d'Astoy. Et je suis comme Nico, moi je mettrais bien une pièce sur eux en barrage. C'est bien une équipe contre qui j'aimerais pas tomber. C'est eux, surtout si les cadres montent en puissance, là, les Aldrit, les Boudin, les Skelton, c'est quand même jamais un plaisir de les croiser, quoi. En fait, on va se demander si, parce que c'est quand même c'est une équipe de trentenaires, là, les cadres les vieux briscards de La Rochelle. On va se demander, parce que là, on a l'impression qu'ils jouent un match de phase finale chaque semaine. Car à Bordeaux, moi je les ai vus, ils jouaient un match de phase finale. Oui, mais après, dans cette intensité-là, donc je sais pas combien de semaines ils vont pouvoir. Mais après, enchaîner. Là, ils vont recevoir. Et ensuite, tu as encore une plage de repos. Alors, peut-être qu'ils n'auraient pas aimé avoir, mais tu as une semaine sans match avec les finales de Champions Cup et Challenge Cup. Oui, donc, tu vas pouvoir faire souffler. Tu vas pouvoir. Tu vois, c'est un peu utile. Oui, après, je ne dirais pas que se faire éliminer en 8e de Champions Cup, c'est utile, mais quitte à être éliminé, autant en profiter maintenant, à profiter de ces week-ends sans match où. Forcément, tu as 12 équipes sur 14 qui ne vont pas jouer ce week-end-là en France. Donc ils ne seront pas les seuls à en profiter, les Rochelais. Mais c'est vrai que c'était contre le Munster, attention. Le Munster, oui. On s'est regardé avec Nico, l'Ulster. Pardon, oui, l'Ulster c'était à Bordeaux. Attention, c'est Bordeaux, l'Ulster. Non, mais on t'a laissé finir par respect. Voilà, pour ne pas te couper. En tout cas, c'était le petit passage sur La Rochelle. Et pour finir, alors il y a un joueur qui a joué au bowling ce week-end, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est Joshua Tuisova. Donc Joshua Tuisova qui a vécu un match un peu particulier, on l'a vu beaucoup énormément ému lors de l'hommage à Josiah Raisuke, l'ailier de Castres, tragiquement décédé ce jeudi matin. Et du coup Joshua Tuisova, à l'heure de jeu, un peu après, sur une touche, lancé de Kaitou, en fond, mais vraiment en fond d'alignement, c'est-à-dire directement pour le premier centre, Joshua Tuisova, qui ensuite a poussé tous les défenseurs de Bayonne, c'est-à-dire Rafu, il a mis Manu Tulagi qui revenait en travers sur les fesses, et il a fini dans l'embut en trottinant. Un essai dont on se souviendra, un essai un peu Tuisovesque, quoi. Ah oui, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le marquer celui-là, mais effectivement.
Bon, on va revenir à toute la saison du Racing, mais quand il jouait à l'aile en début de saison, tout le monde se demandait pourquoi il jouait pas au centre. Hein, donc là, je crois qu'il a répondu. Non, mais effectivement, peut-être qu'avec plus de Tuisova au centre cette saison, le Racing serait un peu plus haut. Mais bon, au-delà de cet exploit individuel, on se demande où serait le Racing dans ce match sans lui, parce que en fait, Bayonne a eu les occasions pour l'emporter encore, et c'est peut-être le plus grand enseignement de ce match, c'est quand même que Bayonne a encore failli faire un coup, quoi. Ouais, et les Bayonnais passent proches avec les échecs au pied de Joris Second. C'est pas le vent, ça c'est sûr. Il y a des choses, le buteur Joris Second, c'est un buteur reconnu top 14 qui a fait gagner son équipe énormément de fois, notamment le Stade Français la saison dernière. C'est pas le vent qui l'a embêté, il a aussi passé un drop avec la barre transversale. C'est encore plus fort quand même quand on a Stoy. Je sais pas s'ils se font un petit match les deux, mais c'est vrai que Tuisova, le Racing peut remercier Tuisova parce qu'il y a 7 essais, mais au centre, ça a l'air, c'est un joker en fait, c'est un cheat code. T'es sur GTA, t'appuies sur plein de boutons, et puis t'as le choix de Tuisova qui sort avec le numéro 12, et poussez-vous, je vais marquer quoi. Et quand tu vois que même Manu Tulagi, qui est quand même pas le dernier venu et qui a quand même un certain gabarit, qui est nous trois réunis à peu près, encore je sais pas, il arrive à finir comme ça, étalé sur la pelouse, ça démontre quand même la force physique de cet homme, et puis même plus globalement, quand il touche la balle, il concentre forcément des défenseurs, parce que t'as au moins un joueur qui est obligé d'y aller. T'es à côté, tu vois que ton coéquipier va, tu te dis bon, je reste quand même pas trop loin au cas où il ait besoin de moi. Et donc en plus, quand il a même pas besoin de faire la passe, qu'il peut y aller tout seul, c'est encore mieux. C'est vrai que cette saison au centre, il a pas toujours non plus réalisé des performances avec le talent qu'on lui connaît, mais là, quand il est à ce niveau-là, il est tout simplement inarrêtable à l'image de cette action, quoi. Ce qui est frappant, c'est qu'il n'y en a aucun qui le freine, quoi. Non, mais oui, c'est le genre de joueur qui te fait savourer d'être derrière ton écran, et pas sur la pelouse. C'est l'étoile sur Mario Kart, tu touches, tu rebondis, tu t'en vas, c'est terminé. C'est là où le remplaçant au centre, de l'autre côté, est content de ne pas être encore sur la pelouse. Ouais, c'est chaud quoi. Tu te dis, wow, ouais, non, mais en plus, c'était Manu Tulagi. Manu Tulagi, il arrive en travers. En plus, il se baisse vraiment. Il peut pas dire, écoutez, je me suis pas baissé. Bon, après, je pense qu'il a tapé sur un mur, bon, et il est reparti. Mais c'est vrai que bon, l'essai fera date dans cette saison. Et le Racing qui, va pouvoir finir un peu en roue libre cette saison. Match nul, mais plus de top 6. Bon, le maintien, c'est quasiment assuré. Là, ils ont 10 points d'avance sur le Stade Français. Non, mais après, tu peux aller chercher une 8ème place. Champions Cup. Mais bien sûr. Tu peux toujours aller chercher quelque chose, top 14. Oui. Moi, ça me. Voilà, après, je sais, mais. Non, mais je veux dire, le Racing. Il n'y a pas de ventre mousse. Le Racing, il doit avoir l'ambition quand même d'aller chercher une 7 ou 8ème place. Quand même. Ils sont à 2 points de la 8ème place. Oui. Sachant qu'ils iront à Lyon. Bon, donc l'actuel 8ème, c'est Lyon. Ils iront à Lyon lors de la dernière journée. Oui. Le Racing. Donc ça peut compter, oui. Après, il aura certainement son titre de Challenge Cup. Ouais, ça va être chaud, ça va être dur contre Basse, mais bon. Donc voilà, pour cette 23e journée, et bien évidemment, Vannes, on en a parlé, toujours lanterne rouge, avec qu'un seul point de retard sur le Stade Français, 36 points pour Vannes, 37 pour le Stade Français. Merci, messieurs, pour cette émission. Merci. Merci. C'était bien le Munster, attention. Oui, attention. Bon, on a terminé l'émission. Parfait, c'est quand même pas mal. Attendez, on se félicite de ce qu'on peut. On progresse. La dernière fois, Nico Go, il avait. Parce que Nico Go. On a fini dans le noir. Tu vas me prendre. Je salue aussi Théophile pour l'émission, mais je suis retombé sur une vidéo où Théophile, toi et moi, on était à la 3e mi-temps de France-Afrique du Sud à la Coupe du Monde. Ah, mais non. Tu avais cassé le siège d'énervement après ce contre Benet Sebet. Tu lui as jamais dit en face d'ailleurs ce que tu as dit ce jour-là. Non, mais je tiens à le dire. Mais voilà, tu as cassé un siège, tu as cassé une émission dans une prise de parole. À chaque fois que tu es dans une émission, sache que j'ai une pression particulière. Qu'est-ce qu'on va casser de ne pas la terminer. Termine vite parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà, ça peut être l'erreur bête, c'est-à-dire il croit avoir terminé, non, tout est coupé. Non mais voilà, donc merci Nico de nous avoir laissé terminer. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Théophile, et bien sûr comme d'habitude jeudi 18h, nouvel épisode de Kick-Off Rugby, et dimanche prochain après La Rochelle-Montpellier, match important pour la 6e place, 3e mi-temps, live la grande mêlée samedi matin. Bon, comme d'habitude, vous êtes des habitués maintenant. Merci à tous, ciao ciao.